m'a à nouveau demandé de la mettre en scène à la Comédie Française. C'est sans doute la pièce de Musset, dans son répertoire tragique, bien sûr, la plus dense, la plus violente, la plus brûlante, je dirais. C'est une flamme, c'est une torche, cette pièce d'un incendie. En 1h07, tout est consumé, tout est consommé. Avec ce raffinement et cette cruauté du XVIe siècle italien, ça pourrait donner lieu à un film extraordinaire de Visconti. Et alors, on fait quelquefois des erreurs, on a fait des erreurs monumentales de mise en scène, parce que je ne parle pas naturellement des calamités dont Musset ou autres sur nos scènes, subventionnées ou non, sont atteints depuis une trentaine d'années. Ils sont victimes eux aussi de cet univers de béton et de bêtises. Ça me fait penser à la phrase de Voltaire. Pensez qu'il disait déjà ça il y a 200 ans, ça annonçait bien notre époque. Il disait « La décadence est le produit de la satiété du beau et du goût du bizarre. » Vous regardez autour de vous dans la rue. Alors, extrayons-nous de cette décadence et revenons-en à une chose qui m'a toujours étonné, parce que l'erreur dont je vais vous parler, et il est important pour situer la pièce, qu'on en parle, a été le fait de quelqu'un de grand talent, de grande culture, mais que son esthétisme dévoyait très souvent. Il s'agit de Gaston Batty, qui a été pourtant un des grands du siècle, un homme du cartel. Alors je ne sais pas si c'était pour privilégier Marguerite Jamois, qui était sa compagne, parce que la mode en question lui allait mieux, mais au lieu de monter la pièce telle que le veut, telle que l'exige Musset dans la Renaissance italienne, il y a comme ça qu'elle a un sens, il l'avait montée romantique en Île-de-France, absolument comme s'il montait Badine. Alors imaginez ce que ça donnerait si on montait Badine en Renaissance italienne. C'est un contresens inimaginable. D'abord, je le répète, parce que Musset l'a voulu, il savait ce qu'il voulait. C'est déjà suffisamment difficile d'être fidèle, je suis toujours indigné quand on passe outre les volontés d'un mort. En plus, c'est facile à ce moment-là. Tout indique dans cette pièce que cette cruauté juteuse, quasi shakespearienne, où le meurtre est si facile, ne peut se passer que dans la Naples de cette époque-là, en plein carnaval. D'ailleurs, la pièce est en permanence soutenue par la musique qui est en contrebas, sauf tout d'un coup la scène d'intérieur qui se passe chez Hermilla, mais sinon tout le reste c'est sur la place publique et on entend comme ça le carnaval qui nous parvient, les tarentelles, tout ce qu'on veut, un petit peu imaginer. C'est ça qui met en valeur ces intrigues amoureuses entre les trois principaux personnages. Imaginez la fin en particulier de ce fabuleux chef-d'œuvre, ce grand film de Jacques Prévert, Les enfants du paradis, lorsque on suit les héros qui se séparent, qui se déchirent, qui se retrouvent, qui se perdent, et que tout ça est au milieu de la foule bigarrée, exubérante, indifférente, ça vous broie le cœur. À ce propos, Pierre Brasseur, qui jouait dans Les enfants du paradis, aurait été un magistral, un exemplaire, Octave lui aussi. Et puis, l'erreur de présenter cette pièce dans un autre style que celui voulu par l'auteur, c'est que tous les fantoches qui entourent les personnages centraux, dans Badine, ce sont des témoins impuissants, tandis que dans les Caprices, ce sont eux les instruments du destin. D'ailleurs, la pièce pourrait s'appeler Le jeu de l'amour et de la mort. Non, ça, le titre a été pris après pour une très mauvaise pièce de Romain Rolland. Donc je vous disais que Musset est l'auteur le plus difficile, avec les quelques autres que j'ai cités, d'abord parce que c'est d'une forme tellement elliptique, avec une irisation des sentiments extraordinaires, c'est profond, c'est violent, c'est tragique, et c'est traduit dans une langue suprêmement élégante, chantournée, qui s'enivre d'elle-même. Ce sont des œuvres dures qu'il faut traduire avec légèreté. Plus encore, qu'il ne faut pas traduire du tout, quelquefois. Je veux dire par là que tout l'essentiel est dans des points de suspension de la sensation, dans Fantasio, parce que c'est tout à fait évident pour un comédien. Il y a ce qui est écrit, ce code dont je vous ai déjà parlé, et puis il faut en arriver à dire les quelques mots qui se formulent pour le comédien en étant passé par des non-dits, et puis une envie de dire, puis de ne pas dire, etc., pour justifier
d'en arriver enfin à ce qui avait été écrit. Il faut une légèreté, vraiment une vertu de légèreté extraordinaire, pour qui, naturellement, selon le mot merveilleux de M. de Monterland, ne tolère que la perfection. Et puis, il faut surveiller les erreurs d'interprétation qu'on a faites si souvent. Bon, Marianne, c'est un rôle admirable que toutes les femmes ont envie de jouer, même quand elles n'ont plus l'âge. Il y a une grande délicatesse d'exécution, mais elle est plus évidente en elle-même. Elle est moins complexe que Camille de Badine. Je ne veux pas dire qu'elle nous intéresse moins, mais enfin, les deux personnages qui nous captivent, c'est ce personnage à deux têtes, qui est Célio et Octave. Il y a toujours d'ailleurs ce double visage chez Musset. Il est toujours double dans ces personnages. Souvenez-vous de La Nuit de décembre, un étranger vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. C'est exactement ce que pourrait dire Octave de Célio. Alors les erreurs qu'on fait pour Célio, c'est de trop le pleurer en général. Bien sûr qu'il souffre, bien sûr qu'il subit mort et martyr. Enfin, ce n'est pas un ectoplasme, hein, il n'est pas sorti du ventre de sa mère comme ça, avec son âme en bandoulière, non. D'autant que, et ça c'est très étonnant comme jeune premier, c'est assez rare, il le dit lui-même d'ailleurs, il est maladroit, il ne sait pas se révéler, il ne sait pas s'offrir, mais il sait agir. En revanche, et il le dit, je sais agir, je ne sais pas parler, et je mourrai sans m'être fait comprendre comme un muet dans une prison. Quant à Octave, alors on a fait toutes les erreurs, c'est pour ça, moi, quand j'ai vu Julien Berthaud, ça a été l'immense révélation, parce que c'est pas un arlequin. Quand je pense qu'on le distribue, ou à des petits jeunes gens comme ça, qui font le mariole, sous prétexte qu'il est déguisé, qu'ils ont tous les dominos du carnaval, alors il s'enivre, il s'étourdit. Il ne faut pas oublier que c'est un ancien Célio, comme Philinte est un ancien Alceste, et comme il n'est pas mort de toutes les souffrances qu'il a subies à l'époque de sa tendresse et de sa vulnérabilité, bah, il vit une espèce de suicide quotidien. C'est quelqu'un de complètement lézardé, il est abîmé. Je pense toujours, quand je pense à Octave, d'ailleurs c'était aussi son contemporain, à Musset, je pense à Baudelaire et à cette notion de spleen. Et on revoit Musset, on est bien loin du page de Veria qui écrivait Aquarelle de jeune fille, Musset dans sa chambre, tapissé de noir, atteint par la syphilis, toujours au bord de l'évanouissement, une espèce de cloche fêlée, justement, à la Baudelaire. Vous savez, ce sonnet qui commence par moi, mon âme est fêlée. Et ça, on le sent dans la dernière scène des Caprices, que l'on coupe quelquefois, c'est une honte. C'est un débauché, c'est un libertin, un petit peu comme Lorenzaccio, dont le meurtre qu'il va accomplir est la seule chose qui le rattache encore à sa vertu. Pour Octave, la seule chose qui le tienne en vie, c'est la pureté de Célio qu'il considère comme un autre lui-même. C'est tout à fait le personnage, Octave, de ce merveilleux poème de Baudelaire, Les Autun Timorouménos, vampire de soi-même, un de ces grands abandonnés au rire éternel, condamnés et qui ne savent plus sourire. Alors c'est pour toutes ces raisons que Berthaud était divin, il était bouleversant, il avait toute la fantaisie douloureuse, lasse, désœuvrée du personnage, et en même temps il y avait une espèce de vie dans lui. On imaginait très bien comment il aurait pu dire, parce qu'il le jouait comme ça, c'est la plus belle scène du rôle, quand il envoie Célio à Marianne, qu'il se sacrifie en quelque sorte. On imagine comment il aurait dit la dernière phrase, cette phrase étonnante, aussi bien sur le plan syntaxe que sur le plan invention, de Lorenzaccio, lorsqu'il vient d'accomplir son meurtre, et qu'il dit, en s'adressant au ciel, respire, cœur navré de joie. C'est toute l'interprétation de Berthaud dans Octave. Alors, vous imaginez bien, n'est-ce pas, le